Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Arrière-Scène, le podcast où on discute de la culture, de ses acteurs et des expériences qui y sont liées. Je m'appelle William, je suis auteur, metteur en scène, directeur artistique et formateur et je serai votre hôte pour ce nouvel épisode. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 3e épisode qui cette fois-ci sort à l'heure et non pas avec quelques mois de retard. Je profite de cette introduction pour vous remercier une fois encore pour votre patience pour la sortie du précédent épisode sur le théâtre universitaire. C'était un thème qui me touchait tout particulièrement et sur lequel j'avais vraiment envie d'approfondir un peu plus le sujet avec des données et des éléments qui allaient au-delà de ma propre expérience et je suis très content de perfectionner le contenu de ce podcast au fur et à mesure du temps. Donc encore une fois, merci pour votre patience et aujourd'hui, avançons dans une nouvelle réflexion. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un pan de mon travail que j'aime tout particulièrement. C'est ce qui représente aujourd'hui environ 98% de mes activités rémunérées, comme c'est le cas pour la plupart des artistes que je fréquente. Je veux parler bien entendu de l'encadrement d'ateliers. Bon, en disant ça, j'imagine que j'ai déjà perdu la moitié d'entre vous qui s'est dit « Franchement, un mois d'attente pour que l'autre intermittent, là, il nous parle de théâtre et il nous parle d'atelier. » Je peux comprendre, mais ne vous enfuyez pas aussi rapidement. L'encadrement d'atelier, c'est un sujet que j'ai déjà évoqué dans les premiers épisodes de ce podcast, que je vous invite à aller écouter bien évidemment, et sur lequel j'avais très envie de revenir un peu plus en détail. Au travers de cet épisode, je vais donc vous parler de mon expérience, comme d'habitude, puisque c'est de ça que je pars pour trouver mes thématiques et pour écrire mon contenu, en me basant sur des données aussi qui sont plus générales que je vais mettre en parallèle. Ça me permettra de vous partager ce que j'ai appris de ces expériences et vous donner des astuces pour vous aider à mener à bien ces ateliers. Donc si vous vous posez la question de devenir formateur ou formatrice, ou alors que vous l'êtes déjà et que vous vous demandez comment survivre à l'encadrement d'atelier, cet épisode, il est fait pour vous bien évidemment. Et bien évidemment, si c'est pas le cas, vous pouvez toujours suivre cet épisode et vous laisser porter par ce que j'ai à vous raconter. Parce que qui sait, peut-être que les conseils que vous allez être amenés à entendre vous seront utiles dans d'autres circonstances aussi. Comme je vous disais dans l'épisode 1, j'ai commencé à encadrer des ateliers de théâtre au cours de mes dernières années d'université. À la base, j'avais vraiment pas choisi de faire ça du tout. À vrai dire, j'avais même pas idée du fait que ça pourrait représenter une partie de mon travail. Comme la plupart des jeunes artistes aujourd'hui, j'ai pas grandi dans un milieu qui m'a permis de prendre des raccourcis pour vivre de mon art. Je suis pas le fils de quelqu'un de connu, j'ai pas voulu faire de grandes écoles ni de conservatoire et j'ai monté la plupart de mes projets par moi-même. J'ai donc très rapidement été confronté à la réalité du spectacle vivant. À l'heure actuelle, si je veux vivre du théâtre, j'ai pas d'autre choix que d'enseigner. Fort heureusement pour moi, l'enseignement c'est aussi un choix de carrière avec lequel j'hésitais depuis longtemps. En fin de compte, je m'en sors pas si mal. Mais toujours est-il que je suis arrivé là-dedans un petit peu par hasard. Lorsque j'étais en formation d'art du spectacle en parcours théâtre, comme malheureusement la plupart des étudiants, j'avais pas un rond. À l'époque, on m'avait fait sauter ma bourse pour ma 3e année d'études, et si j'avais la chance d'avoir un toit au-dessus de la tête, c'était par contre devenu hyper compliqué pour se nourrir. J'avais donc pas le choix à ce moment-là que de me trouver un travail que je pourrais cumuler assez facilement avec mes cours et mes périodes de partiels. Dans l'idéal, bien évidemment, j'aurais aimé avoir le starter pack de la fame, me trouver des programmateurs pour mon spectacle et filer directement vers l'intermittence du spectacle. Mais j'avais aucun contact dans mon milieu à cette époque. Le truc, c'est que j'avais pas non plus vraiment d'idée de ce que je pouvais faire. Je savais que je voulais pas retourner travailler à l'usine et que je voulais au moins trouver un travail qui était pas trop éloigné de mon projet professionnel. J'ai donc fait comme tout bon étudiant qui cherche un boulot, j'ai déposé mon CV sur une plateforme de recherche d'emploi très connue. Bon, bien sûr, c'était pas gagné du tout. Les emplois dans le domaine du spectacle, c'est quelque chose de très rare depuis bien longtemps, et surtout avec un CV étudiant comme je pouvais avoir à l'époque. Fort heureusement pour moi, mon mojo était visiblement pas aussi pourri que ce que j'imaginais, et 1 mois ou 2 après avoir déposé mon CV, j'ai reçu un message sur Facebook qui disait « Bonjour, est-ce que c'est vous qui avez déposé votre CV sur la plateforme dont on ne dit pas le nom, mais tout le monde a très bien compris de laquelle on parle ?» C'était surprenant, d'autant plus que la personne qui m'a envoyé ça avait une photo de profil avec un raton laveur et que j'avais quand même laissé mon mail dans mon CV pour être contacté. Et puis surtout, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un trouver du travail grâce à un message sur Facebook ? Bref, toujours est-il que contre toute attente, j'ai décroché aussi rapidement que ça un entretien et rejoint une association qui encadrait des ateliers sur les temps d'activité périscolaire. Et c'était du coup là le début d'une grande aventure professionnelle pour moi qui a traversé les années Covid et que je continue encore aujourd'hui. Afin de continuer, je vous propose de faire un petit détour par quelques notions et chiffres clés en rapport avec notre sujet. Les temps d'activité périscolaire, qu'on abrège en TAP, sont, d'après les définitions qui sont données par la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, autrement dit la DREES, ce sera beaucoup plus facile d'en parler comme ça, ce sont donc des temps passés à l'école en dehors des cours obligatoires, le matin, le soir ou pendant la pause déjeuner.
Je me permets une parenthèse dans les citations que je pourrais possiblement être amené à faire et qui seraient tirées de ce site internet pour vous informer que tout ce que je vais vous partager, c'est disponible en ligne sur leur site, mais que tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Pour le bien de cet épisode, j'avais décidé de me baser sur des documents officiels pour vous partager des définitions et des chiffres, dont ce site, qui est un site qui est en .gouv.fr. C'est normalement des sources fiables et ça me permet de vous transmettre des informations correctes. Mais j'ai eu des mauvaises surprises pendant mes recherches que je peux pas ne pas vous transmettre. Initialement, j'avais prévu de vous lire la définition complète des temps d'activité périscolaire lorsque je suis tombé sur le paragraphe qui suit. Le recours au dispositif périscolaire est plus fréquent pour les élèves de primaire quand les deux parents exercent une activité professionnelle. Ce recours dépend de l'emploi du temps de la mère et notamment de ses horaires de fin de journée, ainsi que de la durée du trajet entre son domicile et son travail. Sa présence conditionne également les activités du mercredi, surtout pour les enfants scolarisés en primaire. En absence de la mère, 27% des écoliers sont pris en charge par les grands-parents ou d'autres membres de la famille. Enfin, la mère assure l'essentiel du suivi du travail scolaire des écoliers, mais son influence diminue à partir du collège au profit de l'aide des membres de l'entourage ou de l'aide formelle. J'ai été assez choqué, je dois dire, de lire un paragraphe comme celui-là sur un site lié au gouvernement. Il est écrit de telle manière qu'on a du mal à comprendre si c'est là une simple donnée statistique ou bien si c'est juste des biais sexistes qui s'expriment. Le fait est que le manque de chiffres qui pourrait faire que ce paragraphe est un paragraphe informatif tend plus à présenter la chose de façon problématique, c'est-à-dire partir du principe que c'est à la mère que revient la charge d'inscrire ou non son enfant en TAP quand elle peut pas venir le chercher. Peut-être que j'extrapole les propos tenus sur le site, mais le fait est que la tournure des phrases lâchées de cette manière-là, ça m'a très vite indigné et énervé. C'est vraiment une énième expression du sexisme ordinaire et de la banalisation de la charge mentale sur les épaules des personnes assignées femmes au quotidien. Et je pouvais pas vous partager ces informations sans partager mon agacement de lire des choses pareilles sur un site lié au gouvernement, surtout en 2025. Fin de la parenthèse. Les temps d'activité périscolaire, ce sont donc, comme on a dit, des moments qui sont proposés à l'école, où les enfants peuvent participer à des activités, qu'elles soient sportives, culturelles, littéraires ou autres. Et quand on travaille dans le milieu scolaire, de l'animation ou encore qu'on est artiste intervenant, on a l'impression que les temps d'activité périscolaire, ça a toujours existé. Pourtant, c'est pas du tout le cas, parce que les TAP, c'est vraiment pas vieux. Ma génération, par exemple, qui est née à la fin des années 90, a pas eu la chance d'avoir ce genre d'activité dans le cadre de l'école. Les temps d'activité périscolaire, ça a été instauré en 2013, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires mise en place par le gouvernement de François Hollande. Cette réforme qui était portée par le ministre de l'Éducation de l'époque, Vincent Peillon, elle avait pour objectif de mieux répartir les temps d'apprentissage sur la semaine. Je ne sais pas du tout si j'ai correctement prononcé le nom de cette personne, mais vous allez faire avec. Les principales mesures de cette réforme, elles avaient plusieurs objectifs. D'abord, c'était de passer à une semaine de 4 jours et demi, avec les cours du mercredi matin ou du samedi matin selon les communes. Ce qui, à mon sens, n'était pas vraiment différent de ce qu'on avait au début des années 2000 dans mon école par exemple, parce qu'on avait bien école le samedi matin. Mais bref, passons. Ensuite, ça avait pour objectif la mise en place des TAP, qui étaient conçues pour occuper les élèves après la fin des cours en proposant des activités éducatives, sportives ou culturelles. Ces activités, elles étaient organisées par les collectivités locales et elles visaient à enrichir la journée des enfants sans surcharger leurs heures de classe. Bien évidemment, qui dit réforme de l'éducation nationale dit que ça bouge de manière assez récurrente. En 2017, la semaine est passée à 4 jours, suite à un assouplissement de la réforme, ce qui a entraîné l'adaptation des TAP dans de nombreuses communes. Avant l'instauration des temps d'activité périscolaire en 2013, il y avait déjà des activités similaires qui existaient, mais elles n'étaient pas encadrées par une réforme nationale. Elles dépendaient essentiellement des communes et des initiatives locales. Vous me direz que ça pourrait largement suffire et qu'on n'a pas besoin d'une réforme pour proposer des activités à l'école. Eh bah en fait, si. La mise en place d'étapes, elle a permis de rendre ces activités accessibles à tous les enfants de manière équitable, d'introduire des activités éducatives, sportives et culturelles variées, et surtout d'alléger la journée scolaire en offrant un moment de détente et d'apprentissage qui soit vraiment moins formel. Avant 2013, il n'y avait donc pas de cadre unifié ou obligatoire pour structurer ces activités, ce qui rendait leur qualité et leur disponibilité très inégales d'une commune à l'autre. Si on fait le point, l'étape ça sert donc à plusieurs choses. Premièrement, à alléger la journée scolaire en raccourcissant les après-midi de classe. L'étape, ça permet de respecter davantage le rythme biologique des enfants. Ça sert aussi à enrichir le parcours éducatif en proposant des activités qui visent à compléter l'apprentissage scolaire par des expériences plus ludiques ou plus créatives. Ça sert ensuite à renforcer l'égalité des chances en proposant à tous les enfants, quel que soit leur milieu social, de bénéficier d'activités auxquelles ils auraient vraiment
pas eu accès autrement, comme le sport, la musique, l'art ou ce genre de choses. Et ça sert aussi à favoriser les partenariats locaux, évidemment, en permettant notamment de mobiliser les associations, les clubs sportifs ou les artistes locaux pour intervenir auprès des enfants. Si vous n'êtes toujours pas convaincu de l'utilité de ces temps d'activité dans le parcours scolaire, laissez-moi vous partager quelques chiffres. En 2015-2016, il y avait environ 2,6 millions de places d'accueil en périscolaire pour les enfants de moins de 12 ans en France. Ça représente à peu près 39 places pour 100 élèves de l'enseignement primaire. Il y a à peu près 75% des enfants de 3 à 10 ans qui participent à au moins une activité périscolaire ou extrascolaire. En soi, c'est une moyenne assez basse par rapport au nombre d'enfants scolarisés. Mais alors tout ça c'est bien gentil, mais c'est quoi la place de la culture dans ces temps d'activité ? Parmi les 75% d'enfants inscrits en TAP, il y a seulement 9% qui participent à des activités artistiques ou culturelles, contre 91% pour des activités sportives. C'est triste, mais c'est malheureusement un chiffre qui est pas si étonnant que ça. Les activités culturelles proposées dans le cadre des TAP, c'est souvent moins populaire que les pratiques sportives. Ça représente donc une part minoritaire, mais ça joue quand même un rôle essentiel pour sensibiliser les enfants à l'art et à la culture dès le plus jeune âge. L'organisation d'étapes, en tout cas là où j'interviens, ça se fait selon le souhait des écoles, en lien avec la ville. C'est les responsables éducation loisirs qui choisissent les associations qui interviennent dans leur établissement, et la ville se charge de les rémunérer. Je fais donc partie de ces personnes qui interviennent dans les écoles depuis maintenant plus de 7 ans. Je suis passé par différents établissements et j'ai vu de très nombreux élèves. En réalité, je devrais tenter de calculer combien j'en ai eu sur toutes ces années, juste pour rire un petit peu. Comme je vous le disais au début de cet épisode, je me suis retrouvé un peu malgré moi à encadrer des ateliers de théâtre. Là-dessus, j'estime avoir eu de la chance, parce qu'au moins le job étudiant que j'avais obtenu, comme je le disais, il avait un rapport avec mes études. Par contre, j'avais absolument jamais encadré d'atelier. Pour dire, j'ai même pas passé le BAFA. Pour celles et ceux du fond qui n'auraient pas suivi, le BAFA c'est le diplôme pour être animateur ou animatrice. Donc on n'en a pas besoin pour l'étape, mais ça donne quand même une petite expérience avant de commencer, ça c'est certain. J'ai donc commencé à encadrer mes ateliers sans aucune expérience. J'ai donc appris sur le tas, j'ai fait des erreurs et surtout j'ai revu beaucoup de fois la pédagogie que je voulais mettre en place. Aujourd'hui, après toutes ces années d'expérience, je pense être arrivé à un stade où je peux partager les erreurs que j'ai faites, ce que j'en ai appris et des tips pour encadrer de manière saine des activités périscolaires et extrascolaires. Et je pense que ce podcast, il peut vraiment aider plus d'une personne qui serait concernée par l'encadrement d'ateliers, ou en tout cas qui envisage de l'être. Bienvenue donc dans les astuces de Will pour réussir son année d'atelier. Première étape, se mettre en lien avec les structures. Pour assurer des ateliers, il faut dans un premier temps se mettre en lien avec les structures, ça paraît logique. Pour ce faire, vous devez effectuer un travail de prospection, et pour ça, vous devez savoir vers quel genre de structure vous souhaitez vous tourner. Est-ce que c'est plutôt les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges, les lycées, les universités, les établissements d'enseignement supérieur, les associations, bref. Pour statuer là-dessus, demandez-vous quel est le genre de public auquel vous aimeriez vous adresser. Si vous vous sentez plus à l'aise avec les ados, alors ça sert à rien de perdre votre temps à démarcher des écoles maternelles. Par contre, si vous voulez toucher à tout, n'hésitez pas à proposer vos services à plusieurs établissements. C'est mon cas par exemple. J'ai décidé de prospecter large pour pouvoir varier les publics. Aujourd'hui, je suis à la fois formateur auprès des élèves de l'école maternelle, de l'élémentaire, du collège, de CAP et en école supérieure. Ça fait beaucoup de niveaux différents qui impliquent des séances différentes et qui rendent le travail particulièrement intéressant. Pour trouver les structures, je vous conseille bêtement de regarder sur internet. Vous trouverez facilement des mails ou des numéros de téléphone qui vous permettront d'entrer en contact avec les responsables pédagogiques. Et une fois que vous avez les contacts, à vous de jouer pour mettre en valeur vos compétences. Deuxième étape, connaître son public. Une fois que vous avez trouvé vos structures dans lesquelles vous allez intervenir, c'est important que vous ayez en tête les tranches d'âge des élèves que vous allez avoir. Je vous déconseille très fortement, pour l'avoir déjà expérimenté, d'avoir des personnes à l'âge trop éloigné. Vous n'allez pas faire la même chose avec des enfants d'école primaire et des étudiants, parce que vous n'allez pas attendre la même chose de leur part. Donc ayez en tête ces informations pour pouvoir adapter à la fois vos sujets, vos projets et surtout votre manière de vous adresser à vos élèves. Par exemple, je vous conseille de faire des groupes de niveaux. Les CP avec les CP, les CE1 et CE2 qui peuvent faire un atelier ensemble, idem entre les CE2 et les CM1, et les CM1, CM2. C'est des groupes de niveaux qui fonctionnent vraiment très bien ensemble, que j'ai pour ma part déjà expérimenté et que je peux que vous conseiller. En tout cas, à ce niveau-là, si je peux vous déconseiller pour le coup quelque chose, ne mettez pas des CP avec un autre niveau que les CP. Troisième étape, entretenir le lien avec les structures.
Le contact avec les structures dans lesquelles vous allez intervenir, c'est vraiment hyper important. Vous allez y passer une bonne partie de l'année scolaire, alors autant faire en sorte que ça se passe bien. N'hésitez pas à passer visiter l'établissement avant votre première séance pour pouvoir notamment voir quelle salle on vous réserve. N'oubliez pas qu'on a besoin de place pour faire un atelier et il faut savoir donner ses conditions rapidement pour travailler dans les meilleures conditions. C'est pareil avec le nombre d'inscrits à votre atelier. Il faut que vous fixiez une limite qui est crédible pour vous et pour les enfants et faites en sorte qu'on les respecte. Prévoir le mieux possible vos séances, ça passe par le fait d'entretenir de bons rapports avec les équipes que vous allez être amenés à croiser à chacune de vos interventions. Vous devez pouvoir vous tourner notamment vers l'équipe d'animation si jamais il y a le moindre problème pendant votre atelier. Et surtout, si vous aimez l'établissement dans lequel vous intervenez et que vous voulez continuer avec eux une année de plus, alors mieux vaut que les échanges se passent bien. 4e étape, posez votre cadre pédagogique. En tant qu'intervenant ou intervenante, c'est important que vous ayez déjà en tête les modèles d'ateliers que vous allez proposer à vos inscrits. Si vous faites des ateliers théâtre, est-ce que vous voulez créer un spectacle? Est-ce que vous voulez les initier à l'impro? Est-ce que vous proposez du théâtre d'objets? C'est important que vous puissiez répondre aux questions des écoles si jamais on vous en pose. Je vous conseille de préparer plusieurs formats et si vous le sentez, de proposer aux participants de choisir ce qu'ils préfèrent faire. En leur laissant le choix, ça les implique un peu plus dans le processus de l'atelier. Ça peut aussi vous arriver de vous retrouver face à des écoles ou des établissements qui ont un souhait particulier pour leurs ateliers. Par exemple, comme on le disait, la création d'un spectacle. Je vous conseille d'y réfléchir pendant vos échanges avec eux et de leur demander ce qu'ils sont prêts à faire pour la mise en place de ce rendu. Par exemple, de mon côté, je fais pas de spectacle avec des enfants en dessous du CE1 et je demande toujours une salle adaptée à la représentation, l'accès à du matériel pour les décors et un nombre correct d'enfants inscrits au semestre et pas au trimestre. Et j'appuie toujours aussi sur le fait qu'il faut rappeler régulièrement aux enfants qu'ils sont obligés d'être assidus tout au long des séances, sans quoi on ne peut pas monter de spectacle. C'est les limites que j'ai appris à poser en m'étant plusieurs fois retrouvé à faire des spectacles avec la moitié des enfants qui loupent des séances, dans des salles de classe miteuses, avec aucun moyen matériel pour faire en sorte que ça fasse quelque chose de bien. C'est important que vous fassiez en sorte qu'on respecte le cadre de votre atelier. Si ça répond pas à vos critères, alors vous tirez pas une balle dans le pied. Ça peut vous arriver aussi de tomber sur des établissements où on joue avec le cadre que vous avez demandé. Par exemple, vous pouvez vous retrouver avec des animateurs trop présents lors de vos séances, des responsables qui cherchent aussi à imposer leur propre désir d'atelier sur vos propositions, des listes d'inscrits qui dépassent vos limites et tout ce genre de choses. C'est une situation que j'ai plusieurs fois vécue, non sans difficulté pour être honnête. Alors si je peux vous donner un conseil, obligez les établissements à suivre votre méthode, parce que c'est vous qui intervenez. Et si jamais ça va pas bien dans une structure, alors partez. Vous aurez l'impression que c'est la chance de votre vie à côté de laquelle vous passez, mais c'est vraiment pas le cas. Vous trouverez très certainement un autre établissement avec lequel travailler qui correspondra beaucoup plus à vos attentes. 5e et dernière étape, respecter les règles des établissements. Ça semble assez logique à dire, mais dans chaque établissement, il y a des règles. Et en tant qu'intervenant, vous êtes obligé de vous y plier. Dans les établissements scolaires notamment, il y a des règles de sécurité auxquelles vous ne pouvez pas vous soustraire. Pendant la durée de votre atelier, vous avez des enfants sous votre responsabilité. Vous ne pouvez donc pas faire n'importe quoi. Et en cas d'incident, il est de votre devoir de rendre des comptes, comme les animateurs, sur ce qui s'est passé. Vous avez par ailleurs un devoir de neutralité auprès des jeunes. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, aborder des sujets politiques ou dire des folies devant les enfants. Par contre, vous aurez plus d'une fois besoin de faire de la pédagogie avec eux sur le respect des autres. La limite, elle est assez fine entre les deux. Pour être plus clair et concis, ne donnez jamais votre avis. Par contre, ne laissez pas les propos des parents passer la porte de votre atelier. Je pense que l'expérience que j'ai vécue sur le sujet, ça peut vous permettre de comprendre les enjeux que j'essaie de vous expliquer. Ça m'est arrivé pendant les dernières élections législatives de me retrouver confronté à un enfant qui partageait les opinions politiques qu'il entendait à la maison pendant l'atelier théâtre. Le discours, il était complètement décousu. On rappelle, c'est un enfant qui raconte, par son prisme d'enfant, les avis très tranchés qu'il entend à la maison, qui sont ceux de ses parents. Donc en tant qu'intervenant, j'avais pas le droit de le contredire, mais je pouvais pas non plus le laisser influencer ses camarades comme ça, sans qu'il se rende compte de ce qu'il était en train de raconter. J'ai donc pris le temps de lui expliquer que tout ça, ça avait pas sa place à l'école, et que la politique, ça le concernerait plus tard. Qu'ici, à l'école, c'était ni le moment, ni l'endroit pour parler de ce genre de choses. Et bah figurez-vous que malgré ça, j'ai eu des problèmes avec un de ses parents qui a écrit un mail à l'école en disant que j'avais donné mes opinions politiques à l'enfant en question et qui trouvait ça complètement déplacé. Fort heureusement, j'ai eu un droit de réponse pour lui expliquer ce qu'il en était et j'ai pu l'inviter à échanger sur les propos que son enfant avait tenus pendant la séance.
Si tout ça s'est bien terminé pour moi parce que j'ai eu la chance d'être soutenu par l'école où j'interviens, ça me semble important que vous sachiez que ce genre de choses, ça peut arriver. Je vous conseille donc de prendre un maximum de précautions par rapport aux propos que vous pouvez tenir. N'oubliez pas qu'un enfant, ça peut ne pas comprendre et extrapoler complètement ce que vous dites sans même s'en rendre compte en fait. Maintenant que vous avez vos grandes lignes pour vous lancer dans vos activités d'intervenant, laissez-moi vous partager quelques petites astuces pour les différentes tranches d'âge que vous serez amenés à rencontrer pendant les ateliers. Je prends comme base mes propres ateliers qui sont des ateliers de théâtre et d'écriture. À vous d'adapter par la suite selon vos envies et vos besoins bien évidemment. Bienvenue dans les astuces de Will pour s'en sortir avec les différentes tranches d'âge. Tout d'abord, commençons par parler des maternelles et de quelques notions générales sur l'encadrement d'ateliers. Les maternelles, c'est selon moi la tranche d'âge la plus compliquée avec laquelle encadrer des ateliers. Les enfants, ils ont entre 3 et 6 ans en moyenne, ils savent pas lire, ils sont en plein développement sur énormément de choses. C'est donc important de pas trop en attendre de leur part et de revoir à la baisse les éléments que vous souhaitez leur enseigner. N'oubliez jamais que ce sont de très jeunes enfants qui ont besoin de temps pour comprendre, qui ne pourront pas saisir toutes les subtilités de ce que vous allez tenter de leur transmettre. Qui dit faire des ateliers dit très souvent préparer ses séances. Et pour préparer vos séances, je vous invite déjà dans un premier temps à tâter le terrain. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un groupe qui est plutôt attentif? Est-ce que vous avez déjà eu besoin de leur répéter plusieurs fois les choses, peut-être différemment pour qu'ils puissent comprendre? C'est des éléments qui vont être très importants. Parce qu'encore une fois, c'est à vous d'adapter vos séances et donc votre discours et vos attentes vis-à-vis de vos participants. Pour commencer à enseigner le théâtre, par exemple, je commence toujours par demander si les enfants savent ce que c'est. Quand on fait du théâtre depuis des années, on oublie qu'à un certain âge, nous non plus, on n'avait aucune idée de ce que c'était. C'est donc important dans un premier temps de leur faire comprendre ce que c'est. Pour leur faire comprendre ce que c'est quand il s'agit d'enfants de maternelle, la première chose que je peux vous conseiller, c'est quelque chose qu'on a entendu avec d'autres intervenants avec qui je travaille, venant d'un enfant qui faisait aussi partie des ateliers théâtre et qui disait « Le théâtre, c'est un peu comme au cinéma, mais c'est nous qui faisons. » Et c'est vrai que c'est une bonne manière de leur apporter les choses. Dans tous les cas, dans la définition que vous allez donner, vous allez devoir adapter avec un vocabulaire qui est beaucoup plus accessible et que les enfants vont être en mesure de comprendre. Ensuite, je vous conseille très fortement de passer par le jeu. Il y a énormément de jeux qui existent et qui permettent d'appréhender des notions de théâtre et qui stimulent l'énergie des enfants. C'est à vous de trouver ceux qui vont fonctionner avec vos groupes et ceux que vous jugerez aussi pertinents dans l'apprentissage. C'est important de garder en tête que vous allez très certainement devoir vous adapter de séance en séance selon le groupe que vous allez avoir. Soyez pas trop déçus si vous pouvez pas faire un suivi précis avec eux. Ils ont besoin de découvrir, d'être intéressés et d'être en action pour pouvoir s'amuser. Ça veut aussi dire que vous pourrez pas autant expliquer de notions qu'avec des groupes qui seraient plus âgés. Pour ma part, en tout cas, j'attends pas des maternelles qui soient en mesure de me situer cours et jardin sur scène. Je dois déjà faire en sorte qu'ils arrivent à comprendre ce que c'est qu'une scène, notamment dû au fait qu'on ne travaille pas dans des espaces scéniques classiques, mais dans des salles de motricité ou dans des salles de classe. Le deuxième point auquel vous devez faire attention, c'est la gestion de votre groupe. Parce que les enfants, en effet, ils ont besoin d'être stimulés pour s'intéresser à ce qui se passe en atelier. Et avec le théâtre, on se retrouve rapidement dans une situation qui est assez particulière. D'un côté, on leur propose d'être en mouvement, ce qui est super pour eux, mais de l'autre, on doit leur faire comprendre que le jeu auquel ils se prêtent, c'est un jeu un peu différent de celui de la cour de récréation. Concrètement, le théâtre, il peut être résumé ici à un jeu de rôle auquel vous allez faire prendre part les enfants. Et c'est exactement ce qu'ils font dans la cour de récréation. Sauf qu'il faut réussir à leur faire comprendre que ce qui se passe pendant l'atelier de théâtre, c'est destiné à un public. C'est selon moi l'étape la plus compliquée. C'est de leur faire prendre conscience que leur jeu, il doit être montré à quelqu'un et que ce quelqu'un, il doit tout comprendre de ce qu'ils sont en train de faire. Sincèrement, vous pourriez passer toute votre période à essayer de leur faire comprendre, mais si vous y arrivez, en tout cas, alors c'est déjà une très bonne chose. Pour ma part, j'ai un groupe depuis le début d'année qui là entame sa deuxième période avec moi, et les enfants sont encore en train d'essayer de comprendre ce que c'est que la différence entre le jeu dans la cour de récréation et le jeu au théâtre. Mais on avance petit à petit, j'arrive à trouver des tours de passe-passe pour leur faire comprendre, et une petite astuce que je peux aussi vous partager ici, c'est d'en créer une sorte de gimmick, c'est-à-dire de créer une phrase que les enfants vont être capables de répéter à chaque séance. La chose que j'ai réussi à leur faire sortir personnellement récemment, c'est vraiment « quand je suis sur scène, je suis un » et les enfants doivent répondre « personnage » et « quand je suis sur scène, je dois montrer le jeu à qui » et les enfants répondent « à toi ».
Et comme ça leur permet déjà d'intégrer les notions et petit à petit d'avancer. Et ces gimmicks-là, c'est des choses dont ils vont forcément se rappeler en grandissant et qui du coup seront très utiles si vous êtes amené à les revoir sur les années qui suivent. Attention par contre à une chose, comme j'ai pu le dire, les enfants ils sont pleins d'énergie et ils demandent qu'à se dépenser pendant un atelier. Vous aurez donc très certainement besoin de les canaliser pendant vos séances, et c'est même sûr et certain. En tant qu'intervenant, on peut très vite se sentir dépassé par les événements et sachez que c'est totalement normal. Essayez de trouver des tours de passe-passe pour les réintéresser à ce que vous racontez. Et surtout, ne vous acharnez pas si ce que vous proposez ça fonctionne pas. Vous apprendrez au fur et à mesure ce qui marche le mieux pour votre groupe. Le troisième point qui me semble être l'un des plus importants, ça va être le respect entre les différents participants des ateliers, même en maternelle, et la notion de consentement. On le répétera jamais assez, mais c'est important de demander le consentement à un enfant, quel que soit le contexte, et de lui permettre de vous informer s'il se sent mal à l'aise vis-à-vis de quelque chose pendant l'atelier. Pour ma part, je prends toujours le temps, pendant ma première séance, de poser quelques règles de respect mutuel dans le groupe, et je laisse toujours la possibilité aux participants de venir me voir s'ils se sentent mal à l'aise, et quelle qu'en soit la raison. Je peux que vous encourager à le reproduire de votre côté aussi, et à bien insister sur les notions de consentement. On fait pas un câlin à quelqu'un sans son accord et on fait toujours attention pendant les jeux qui impliquent du contact physique. N'obligez jamais un enfant à participer à un jeu s'il vous dit que ça le dérange ou que ça la dérange. C'est très important que vous fassiez respecter cette notion de consentement entre les enfants à l'intérieur du groupe, mais aussi que vous appliquiez ce consentement vis-à-vis d'eux et que vous le fassiez appliquer vis-à-vis de vous. Si vous arrivez à le mettre en place avec tout le monde, alors déjà vous permettez aux enfants de comprendre cette notion de consentement, ce qui est très important, et surtout vous vous permettez une sécurité supplémentaire pour faire en sorte que tout se passe bien et que vos ateliers se déroulent le mieux possible. Malgré toutes les précautions que vous pourrez prendre vis-à-vis de vos ateliers, vous serez peut-être confronté à des problèmes dans le cadre de vos séances. Je vais donc vous partager quelques conseils pour vous en sortir le mieux possible. Si vous avez un souci avec des enfants très dissipés, c'est important de rappeler que les maternelles, ça appréhende encore la notion de négation. C'est compliqué pour eux de prendre conscience que ne touche pas, ça veut dire que je ne dois pas toucher à quelque chose. Vous pouvez faire le test avec certains de vos groupes. Dites-leur de ne pas aller quelque part, vous pourrez être sûr qu'au moins un enfant va y aller. C'est donc un tour de passe-passe que vous allez devoir mettre en place dans votre propre vocabulaire parce que vous allez devoir adapter vos négations. Un « ne va pas là-bas », ça devient un « viens me voir ». Et ça, c'est applicable sur toutes les situations possibles. Plus vous allez vous adapter, encore une fois, aux enfants et à leurs capacités et à leur construction en tant que futurs adultes, plus ça se passera bien pour vous parce que vous aurez le bon vocabulaire pour qu'on vous écoute et pour que ça se passe correctement. Et le terme que j'utilise, je suis très sérieux dessus. Les enfants, ce sont des adultes en devenir. Ce ne sont pas des idiots. C'est à nous, qui sommes déjà adultes, de nous adapter à leurs besoins en termes de communication et pas l'inverse. Crier sur un enfant, ça sert à rien. Vous ne perdrez jamais votre temps à leur expliquer les choses plutôt qu'à les confronter. C'est important de rappeler qu'un enfant sous pression, ça réagit pas comme un adulte et que, encore une fois, c'est à vous de déceler son comportement. Un enfant stressé, ça va facilement se mettre à rire pour évacuer ses émotions. Ce qui veut dire que même si vous êtes en colère, vous n'avez pas à crier sur un enfant qui va rire, car cet enfant-là essaie tout simplement de gérer ce qui est en train de se passer. Il se moque absolument pas de vous. De toute façon, c'est assez évident quand on regarde un enfant qui se moque de vous ou un enfant qui rigole parce qu'il est en train d'évacuer la pression, c'est pas du tout la même chose. C'est à vous de prendre du recul et d'agir en adulte en remettant en question, vous, la propre blessure que vous pouvez avoir du fait qu'on ne vous écoute pas ou alors qu'on vous coupe la parole, qu'on vous manque de respect ou ce genre de choses. Ça me semble important de vous rappeler que vous ne serez pas toujours parfait dans votre approche de vos groupes, mais plus vous essayez de communiquer sans violence et plus vos ateliers seront agréables, tant pour vous que pour les enfants. En cas de problème trop poussé au sein de votre atelier, c'est-à-dire des problèmes que vous ne pouvez pas gérer directement comme une insulte ou autre chose, pensez à en faire part en tout cas à l'école afin que eux puissent prendre les choses en main. C'est la même chose si vous n'arrivez pas à canaliser certains enfants. N'allez pas vous mettre dans des états émotionnels impossibles. Les animateurs qui sont présents auprès de vous et les responsables des temps périscolaires, ils sont là pour vous aider à recadrer votre groupe si jamais c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire que vous faites mal votre travail si vous faites appel à eux parce que vous êtes en difficulté. Maintenant, parlons un petit peu des élèves, mais du niveau élémentaire. Les conseils que j'ai pu donner concernant la gestion des problèmes et le respect du consentement, ça reste les mêmes à tous les niveaux. À ceci près que vous aurez avec les primaires des enfants qui seront du coup plus âgés et qui peuvent avoir des soucis différents, notamment dans le rapport au corps.
C'est donc à vous, comme je le disais, de veiller à ce que votre atelier soit un lieu de respect de chacun et de chacune. J'ajouterai par ailleurs dans ces valeurs de respect qu'il faut surtout pas oublier que l'école c'est un lieu laïque, ce qui implique que c'est de votre devoir de demander aux enfants de ne pas parler de leurs croyances pendant les séances. Expliquez-leur les choses et vous vous éviterez bien des problèmes si c'était amené à arriver. Et ça doit aussi s'appliquer à vous, quelles que soient vos propres croyances, vous n'avez pas le droit non plus de leur partager ça pendant vos ateliers. Ça reste quelque chose de très intime et de très individuel qui n'a pas à être partagé à l'école, au collège, au lycée ou même après. Concernant vos préparatifs de séance, qui dit enfant plus âgé, dit que vous pouvez commencer à faire du théâtre au sens un peu plus strict du terme. C'est selon moi le niveau où vous pouvez commencer à expliquer des notions de base du théâtre. Par exemple, cour et jardin ou d'autres termes qui sont utilisés au plateau, les placements, la notion de jeu d'acteur, de couloir de jeu, etc. D'ailleurs, parenthèse, dites-moi si un épisode de podcast sur les notions de base du théâtre et sur les légendes urbaines qui sont rattachées, ça vous intéresserait ou pas. Moi, ça m'intéresserait. Si jamais c'est le cas pour vous aussi, ce serait avec très grand plaisir. En ce qui me concerne, en tout cas, le niveau primaire, c'est mon niveau préféré pour enseigner le théâtre. Surtout entre le CE2 et le CM2. J'ai plusieurs fois suivi des enfants sur ces 3 années scolaires dans mes ateliers et le moins que je puisse dire, c'est que j'étais vraiment content de voir comment ils avaient intégré les notions de base du théâtre et qu'ils arrivaient à les exploiter. À force d'expérience, j'ai décidé de réfléchir à plusieurs formats d'ateliers que je peux proposer aux enfants. Je fais très souvent en sorte, lorsque j'ai le champ libre avec l'école sur les attentes de l'atelier, que ce soit les enfants participants qui décident par eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire. Je fais pas obligatoirement de spectacle, s'ils préfèrent expérimenter plein de choses diverses et variées sans avoir besoin d'apprendre un texte, par exemple. De même, je fais en sorte de garder un jeu d'échauffement au maximum du possible, que ce soit en début ou en fin de séance, et qu'importe le modèle qui a été choisi, histoire que le théâtre, ça reste un espace où on peut enfin décompresser. Ce que j'essaie donc de faire dans ma préparation, c'est de jauger le temps nécessaire à l'exercice purement théâtral sur mon heure de tape, ou sur mes 2 heures lorsque je suis dans une autre structure, pour pouvoir à la fois faire ce que j'ai envie de faire, et puis leur laisser quand même le temps de s'amuser. C'est important, qu'importe le niveau dont on peut parler dans ce podcast, de pas oublier que vous allez, avec votre expérience, construire le modèle de séance qui vous convient le mieux. Je vous partage ma façon de faire pour vous donner quelques pistes, mais libre à vous d'en faire ce que vous voulez bien évidemment. Je trouve que le niveau primaire d'ailleurs, c'est le bon moment pour commencer à proposer du travail en autonomie. Pour ma part, j'ai vraiment eu des surprises absolument incroyables en proposant des préparations de scène en autonomie et par groupe. J'ai eu des rendus hyper qualitatifs sur lesquels j'avais presque rien à redire. J'adore ce genre de moment où je rentre d'atelier et que je peux raconter la scène incroyable que m'ont proposé mes élèves. Je vous souhaite vraiment que ça vous arrive parce que c'est toujours des moments incroyables à recevoir, surtout en tant que pédagogue. Je vous conseille de faire des rappels pendant vos séances sur des notions de base que vous pouvez transmettre aux enfants et que vous pouvez leur redemander à chaque séance. Pour ma part, je demande très souvent qui pourrait me dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire sur scène. Ça me permet de faire un rappel, de voir ce que les enfants ont retenu de ce que j'ai pu leur apprendre et puis de rectifier certaines choses si jamais je me rends compte qu'ils ont mal compris quelque chose. Et surtout, n'oubliez pas de faire des retours positifs aux enfants. Là, on parle des choses concrètes que vous pouvez mettre en place sur le temps de vos ateliers, mais n'oubliez pas aussi, si jamais vous faites du travail en autonomie et qu'il y a des rendus, à prendre ce temps des retours positifs. On a trop souvent tendance à oublier qu'un atelier c'est fait pour apprendre, c'est fait pour se tromper et surtout c'est fait pour s'amuser. Je me suis rendu compte récemment que de redire en début de période aux enfants qu'ils ont le droit à l'erreur parce qu'ils sont là pour apprendre et qu'ils peuvent pas deviner l'ensemble de ce que je vais leur transmettre, ça permettait de les mettre beaucoup plus vite en confiance. Et j'ai aussi mis en place un système que je m'efforce à faire à chaque fois que les groupes font des rendus en préparation de jeu, c'est des retours pour s'améliorer. Lorsqu'un groupe passe sur scène, les enfants qui regardent dans le public, ils doivent être attentifs parce qu'ils prennent la casquette de metteur en scène et de directeur d'acteur. Et une fois que la scène est terminée, je leur demande systématiquement les conseils qu'ils pourraient donner aux autres pour leur permettre d'améliorer leur scène. Je suis très souvent obligé de filtrer ce qui est dit, soit parce que c'est de la redite, soit parce que c'est pas forcément bien amené ou pas suffisamment précis. Mais cette position-là, ça leur permet par la suite d'avoir un regard critique sur leurs propres propositions. J'ai vraiment vu une nette différence dans l'approche de leur scène depuis que j'ai mis ça en place. Continuons d'avancer sur le niveau des classes et parlons maintenant un petit peu du collège. Pour ce qui est du niveau collège, j'ai tendance à reprendre les mêmes formats que je peux faire avec les élèves d'élémentaire. Par contre, j'adapte mes attentes et surtout les contraintes que je vais pouvoir donner, histoire que les élèves puissent s'amuser sans que ce soit trop enfantin pour eux.
Pour moi, la grosse différence qui commence à se faire avec les collégiens et les collégiennes, c'est le cadre dans lequel ils évoluent. Le collège, vous le savez aussi bien que moi, c'est la jungle. Et c'est un endroit où on est constamment jugé parce qu'on est trop comme ci ou qu'on n'est pas assez comme ça. Et c'est donc selon moi le moment où il faut le plus faire attention à ses élèves et le plus les accompagner. L'adolescence, c'est la période où on commence à remettre le monde en question et on commence à se construire. Et c'est donc très important, en restant dans sa position de pédagogue, de pouvoir accompagner les jeunes dès qu'ils en ont besoin. Par exemple, j'ai déjà à plusieurs reprises pris le temps de parler du harcèlement moral ou physique avec mes élèves qui avaient des questions sur le sujet. Ça m'est arrivé d'avoir dans mes groupes à la fois des victimes de harcèlement et des harceleurs. Et prendre le temps de leur expliquer la chose, ça permet de les faire remettre en question leur comportement et celui des autres. Je sais que beaucoup d'intervenants préfèrent ne tout simplement pas répondre à ce genre de questions quand il y en a dans le cadre des ateliers. C'est un choix que je condamne pas bien évidemment, mais que j'ai décidé de pas appliquer. Parce que je sais que c'est parfois plus simple pour les jeunes de se confier à quelqu'un qu'ils voient une seule fois dans la semaine, ou un peu plus, et qui est la figure un peu cool de l'encadrant d'atelier. En laissant la porte ouverte, c'est selon moi la possibilité d'agir en prévenant la famille ou l'établissement si vous vous rendez compte que quelque chose n'est pas normal. Le collège, c'est aussi la période de la vie où le corps change. C'est donc selon moi la période où c'est le plus important de faire attention à la notion de consentement. Et ça, surtout dans le cadre des exercices. C'est à vous de veiller à ce qu'il n'y ait pas de malaise si un jeu d'échauffement nécessite du contact, ou encore, c'est à vous d'adapter les règles pour que tout se passe au mieux. Pendant des échanges que j'ai pu avoir avec d'autres artistes intervenants, on avait un jour discuté de cette notion de consentement, et on avait discuté notamment de la meilleure manière de le mettre en place dans nos ateliers, et ça, qu'importe l'âge des participants et des participantes. Et il y avait une proposition qui était sortie, qui avait été faite par une des artistes avec qui je travaille, et que j'avais trouvé vraiment très bien, et c'est celle du safe word. L'idée, c'est de créer donc un safe word pour son groupe, à n'utiliser que dans le cas où le consentement de quelqu'un ne serait pas respecté, ou alors parce qu'on a besoin de parler à son professeur de quelque chose qui va pas, qui nous met mal à l'aise ou autre. Pour ça, faut trouver un mot qui de fait a peu de chances de sortir pendant un exercice de théâtre, surtout si vous faites de l'improvisation. Le principe, c'est que si pendant un exercice ou autre, le groupe entend ce safe word, alors on arrête tout ce qui est en train d'être fait. Qu'on soit en plein milieu de scène, en plein milieu d'exercice ou peu importe, on arrête ce qu'on est en train de faire. C'est alors à nous, les intervenants, d'aller échanger avec la personne qui a utilisé ce mot-là pour pouvoir l'écouter et trouver des solutions qui vont dans son sens. L'utilisation de ce mot, ça peut autant être dans le cadre pratique, parce qu'on a un camarade ou une camarade de jeu qui est trop tactile et qui ne respecte pas les limites qu'on lui a posées, parce qu'on s'est fait insulter, parce qu'on est trop mal à l'aise de parler de certaines choses, comme par exemple le sujet de la mort qui peut être vraiment délicat pour certains élèves, ou parce qu'on a besoin de prendre l'air parce que ça va pas. Bref, vous l'aurez compris, c'est un outil de sécurité qui permet à chacun et chacune de se sentir à l'aise. N'oublions pas que les violences, quelles qu'elles soient, elles arrivent tout autant dans le milieu culturel et artistique qu'à la maison ou à l'école. On se doit de mettre des choses en place pour faire de nos espaces des espaces de sécurité où le racisme, la misogynie, le sexisme, l'homophobie, la transphobie et tout ce qui gravite autour de ça, ça n'a absolument pas sa place. Tout ce qu'on vient de dire là pour les élèves de collège, et bien évidemment en reprenant tous les éléments qu'on a vus pour les maternelles et les primaires, ce sont aussi des choses qu'on applique pour les étudiants qui sont au lycée. Et dans la continuité de cette idée de faire en sorte que votre atelier ce soit un lieu de sécurité pour tout un chacun, je vous conseille vivement de faire en sorte de créer une cohésion de groupe avec vos participants pour instaurer un climat de confiance. Dans cette logique, je vous conseille de commencer vos premières séances avec des exercices de collaboration de groupe avant de mettre les jeunes en compétition avec les jeux d'échauffement les plus connus au théâtre. Vous avez plein de données d'exercices en ligne que vous pouvez utiliser pour ça, et encore une fois, vous pouvez me le faire savoir en commentaire de cet épisode si vous avez envie que je vous partage mes exercices à moi favoris. Passer dans un premier temps par des jeux collaboratifs, ça permet de développer la cohésion de groupe, comme on disait, et ça permet d'apprendre à se connaître et à partager des premiers moments en s'amusant. La confiance que ça permet de créer entre les participants, elle est vraiment essentielle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie de faire en sorte de faire ça en début de période de formation ou de création. Une fois que la confiance elle est installée, alors le malaise n'a plus vraiment sa place dans la dynamique de groupe, en tout cas normalement, et on peut vraiment avancer beaucoup plus sereinement. De la même manière que pour les niveaux scolaires précédents, je vous conseille d'adapter vos attentes et vos contraintes de jeu selon ce que vous décelez de potentiel chez vos élèves. N'attendez pas la même chose de jeunes qui débutent par rapport à ceux qui ont commencé le théâtre en CE1 et qui y sont encore en terminale. Essayez d'égaliser ces attentes et d'accompagner tout un chacun à la hauteur de ce qu'il a besoin pour pas créer de disparité entre les membres d'un même groupe.
N'hésitez pas pour ça à faire appel à vos élèves les plus expérimentés pour aider celles et ceux qui ont besoin d'apprendre un peu plus de notions. Vous permettez comme ça de laisser absolument personne de côté et c'est bénéfique tant pour ceux qui vont apprendre de leurs camarades que pour ceux qui vont transmettre. Si vous arrivez à créer ce climat de confiance dans votre atelier et accompagner les jeunes dans leur apprentissage du théâtre avec sérénité et amusement, alors je pense sincèrement que vous pouvez être fiers de vous. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des niveaux scolaires jusqu'au bac, on va s'attarder un petit peu sur les formations que vous pourriez être amenés à dispenser en post-bac. Certains établissements d'enseignement supérieur font régulièrement des appels à artistes et à des formateurs pour aider les étudiants à prendre confiance en eux vis-à-vis notamment de la prise de parole à l'oral. Parce que mine de rien, malgré le nombre d'élèves que vous allez croiser entre la maternelle et la terminale, tout le monde ne va pas passer par la case atelier théâtre avant d'arriver en études. Et oublions pas que prendre la parole devant un public, si on n'y est pas habitué, c'est pas du tout quelque chose de facile. C'est pour ça que vous pouvez être amené à intervenir pour aider les étudiants à trouver leur aisance à l'oral, tant dans le cadre de leur examen qu'en prévision de leur vie professionnelle. Je vais pas avoir 1000 conseils à vous donner que je vous ai pas déjà dit, si ce n'est de continuer à vous adapter à votre audience. Si je peux vous partager une fois encore mon expérience, j'interviens en école de gestion auprès d'un public étudiant qui n'a pas du tout l'expérience du théâtre. J'arrive donc pas en formation avec les mêmes propositions que ce que je peux faire avec les jeunes qui sont délibérément inscrits en théâtre, en activité extrascolaire. Si j'arrive en bac+1 en demandant à mes étudiants de jouer le rôle d'un gnome devant leur promo, ça risque d'être clairement compliqué. Et surtout si ça arrive en début d'année. Je commence donc toujours mes formations en adaptant mes exercices théâtraux à leur discipline. Une impro préparée, ça devient une présentation de projet. Un personnage imposé, ça peut devenir un entrepreneur, etc. Et en partant de leur domaine, afin de les mettre en confiance, les étudiants ils s'ouvrent de plus en plus à d'autres idées. Et en procédant comme ça, j'arrive en fin de formation à leur faire du théâtre pur et dur. Et tout ça sans problème. Bien sûr, cet exemple, il s'inscrit dans le cadre d'une formation où l'objectif, c'était vraiment de permettre de prendre de l'aisance à l'oral. Si c'était dans l'objectif de créer un spectacle, alors la problématique, elle est complètement différente. Parce que la plupart du temps, c'est un choix de la part des étudiants de s'inscrire dans ce genre d'atelier. On le répétera jamais assez, mais pour partager le théâtre, il faut s'adapter à son public et ça lui permettra de prendre du plaisir dans sa pratique directement. Ce que je vous conseille donc de faire si vous faites des interventions en établissement d'enseignement supérieur, c'est à la rigueur de voir avec l'établissement en question quels sont les objectifs de cette formation. Est-ce que les étudiants ont déjà eu une pratique ou pas, si eux le savent, ce qui n'est pas forcément le cas directement, et de voir un petit peu ce que vous pouvez mettre en place qui serait en lien avec leur discipline. En reprenant mon exemple de l'école de gestion, mes premières années touchaient à peu près tous les domaines, entre la communication, le marketing et ce genre de choses. Je savais très bien qu'en les mettant en autonomie sur un faux projet à monter et à présenter, ça me permettrait de les mettre sur un terrain qu'ils connaissent, qui est déjà conquis, et donc de s'attarder exclusivement sur la prise de parole. Bien évidemment, je vous conseille encore plus qu'avec les niveaux précédents, de prendre le temps des retours et de leur permettre d'évoluer comme ça dans leur prise de parole à l'oral. Essayez de toujours, comme on le disait, mettre en avant tout ce qui va être positif de ce que vous avez vu, parce que ces retours positifs-là, ils motivent, mine de rien. Ils donnent envie de continuer. Si on dit à un étudiant, ça ne va pas, alors ça peut mettre un coup au moral et ça peut biaiser un petit peu l'envie ensuite de se remettre dans cet exercice-là. Sachant que n'oublions pas que qu'importe notre âge, on peut être très timide. Il y a des étudiants qui vont avoir beaucoup de mal à passer à l'oral, là où d'autres, ça va être beaucoup plus facile pour eux. Donc en privilégiant des retours positifs, en disant « j'ai vu que tu avais bien appliqué tel élément, je te conseille aussi de faire ça, et de faire attention à ça, alors vous permettez aux étudiants de prendre en confiance en eux, d'aller beaucoup plus loin dans leur présentation et de prendre honnêtement confiance en eux. Bon, on a fait un sacré tour d'horizon des situations et des publics auxquels vous pourrez être confrontés lorsque vous donnerez vos formations. Bien évidemment, si vous voulez qu'on échange plus en détail sur certains aspects, faites-le moi savoir en commentaire, vous connaissez la chanson. C'est votre espace pour déposer vos demandes et vos retours, alors n'hésitez pas à vous en saisir autant que vous le souhaitez. Maintenant que vous avez les clés en main pour encadrer un atelier de théâtre du feu de Dieu, vous n'avez plus qu'à vous lancer. Comme j'ai pu le dire en début d'épisode et le rappeler à plusieurs reprises, c'est avec de la pratique et en remettant en question votre approche et votre pédagogie que vous arriverez à proposer des séances qui vont vous plaire autant qu'elles vont plaire à tout votre public. Par contre, faites attention aussi au regard critique que vous allez porter sur vous-même. Se remettre en question en tant que pédagogue, c'est très important pour proposer des ateliers de qualité et adaptés au public qu'on a. Par contre, il faut faire très attention à ne pas laisser la porte ouverte au syndrome de l'imposteur. Lorsqu'on est en difficulté sur un atelier, ce qui, malgré toute la préparation que vous pourrez avoir, va finir par arriver à un moment donné, on peut très vite se sentir
sentir impuissant et avoir l'impression d'être le plus gros escroc de la Terre. Si je peux vous rassurer, c'est une phase que je traverse aujourd'hui dans un des établissements où j'interviens. Et pourtant, ça fait des années que je fais ce boulot et j'en ai vu passer des élèves. Mais là, je suis confronté à un public qui est très différent de celui dont j'ai l'habitude et l'établissement en question nous a mis en difficulté avec les élèves dès le départ sans assurer le suivi qui se doit derrière. Je vais pas rentrer aujourd'hui dans les détails parce que notamment je travaille toujours là-bas et que je n'ai pas du tout envie de me placer en porte-à-faux par rapport à l'établissement, mais sachez que j'aime pas du tout intervenir là-bas parce que je me sens vraiment toujours en difficulté avec les jeunes que j'encadre. Ce que je veux vous dire par là, c'est que malgré toute ma bonne volonté, ma préparation et mes compétences, et même le fait qu'on soit 2 intervenants pour les classes, je me suis senti à plusieurs reprises comme le plus gros escroc que le théâtre ait jamais connu. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui frappe dans des situations comme celle-ci, et c'est très compliqué de s'en sortir. On a l'impression qu'on a volé notre place, qu'on est incompétent, qu'on n'est pas fait pour ça, et on a tendance à se rabaisser en continu. Et tout ça, même quand au fond de soi, on a conscience du fait que c'est absolument pas vrai. Lorsque vous délivrez des prestations, comme c'est le cas en encadrant des ateliers dans votre discipline, on fait appel à vous car vous avez les compétences et l'expérience que l'établissement n'a pas pour le transmettre à ses élèves. Et c'est pour ça que vous êtes là, parce que vous êtes la personne la plus compétente actuellement dans ce lieu pour enseigner ce que vous enseignez. Et je trouve qu'on a trop tendance à l'oublier, surtout quand on est jeune et qu'on fait de la prestation de service ou de l'enseignement. Si les gens font appel à vous, c'est parce qu'ils en ont besoin. Maintenant, il faut aussi prendre en compte que vos compétences ne peuvent pas agir sur l'organisation de la structure en interne. Ça ne dépend pas de vous. Vos compétences, elles peuvent pas non plus agir sur les personnes que vous avez en face de vous, sur la manière dont elles se sont retrouvées ici, parfois c'est pas par choix, et sur la manière dont elles vont se saisir de ce que vous allez leur apporter. Donc si tous les problèmes sont d'un point de vue institutionnel et que ça ne dépend pas purement de vos compétences et que ça dépasse le cadre de votre atelier, ne vous mettez pas la pression. Par contre, on en revient à un point qu'on a vu en début d'épisode, pensez à communiquer avec les structures. Si je reprends l'exemple que je vous ai partagé, j'ai mis des mois et des mois à me décider à écrire un mail pour prévenir l'établissement du fait que je ne voulais pas travailler dans ces conditions et que on nous manquait régulièrement de respect dans notre travail. Je sais que j'ai eu tort de les prévenir aussi tard parce que l'année a commencé comme ça et que eux de leur côté étaient persuadés que tout allait bien. Le fait est que j'ai quand même passé ce cap de communiquer avec eux en interne sur l'organisation, mais que j'aurais dû le faire dès le départ. Alors une fois encore, prenez toujours le pli de communiquer plutôt que de vous retrouver stressé, angoissé à l'idée d'intervenir simplement parce que l'espace dans lequel c'est fait ne respecte pas votre personne ou votre travail. Et d'ailleurs, c'est en travaillant avec différents publics que vous vous rendrez aussi compte de ce que vous préférez. Il n'y a pas de mal à pas avoir envie de travailler avec certaines tranches d'âge si vous pouvez pas transmettre ce que vous avez envie de transmettre. Le plus compliqué au-delà du syndrome de l'imposteur dans ce genre de situation, c'est souvent la pression qu'on se met à soi-même dans son travail. C'est compliqué de se dire qu'on s'en sort pas avec un groupe et d'accepter que ça peut être la faute de plein de choses sur lesquelles on peut pas agir directement. Ça l'est d'autant plus quand on a préparé des séances, qu'on y a mis du sien pour que ce soit intéressant, mais qu'en fin de compte, les participants en ont absolument rien à faire et que vous êtes obligé de revoir à la baisse tout ce que vous aviez l'intention de faire. Ça m'est arrivé dès le départ avec le fameux groupe dont je vous ai parlé, mais aussi sur différentes écoles élémentaires où j'interviens. Il y en a certaines où je sais maintenant que je peux aller plus loin sur des sujets, là où je peux pas avec d'autres. Je peux prévoir ça parce que ça fait des années que je suis dans certaines écoles, mais c'est toujours frustrant quand on découvre un nouvel établissement de se rendre compte qu'on doit complètement revoir à la baisse nos attentes d'intervenants. Mais malheureusement, c'est comme ça et on est toujours obligé de le faire. Faites attention donc à votre perfectionnisme. Avoir envie de faire bien, c'est important. Avoir envie d'être intéressant, c'est nécessaire. Mais il faut aussi être prêt à revoir ses propositions et ses attentes pour ces groupes selon les tempéraments, l'investissement, les capacités de chacun et les conditions d'accueil. Ne vous en demandez pas trop en partant dans des idées qui seraient trop complexes à mettre en place dans le temps que vous avez avec chacun de vos groupes. Ça vous permettra aussi de pas trop leur en demander. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous partager quelques petits conseils supplémentaires que je pense nécessaires. C'est important, qu'importe ce que vous encadrez comme atelier, de prendre soin de vous. Que ce soit en posant vos limites, en n'acceptant pas de travailler dans des conditions qui vous permettent pas de faire ce que vous avez à faire, ou en arrêtant des interventions parce que ça se passe pas bien, vous devez toujours penser à vous. Si intervenir dans un établissement ça vous met mal à l'aise, alors communiquez et faites en sorte que ça aille mieux. Et sinon, partez. C'est exactement l'exemple que je vous ai cité précédemment par rapport au mail que j'ai pu envoyer par rapport à la structure où ça pose problème.
Et surtout, n'oubliez pas pourquoi vous faites les choses. Continuez à cultiver l'amour que vous avez pour votre discipline. On peut que trop facilement se perdre dans sa passion si on l'entretient pas et que le seul rapport qu'on a avec elle, c'est le travail. Si vous faites des ateliers théâtre, continuez à pratiquer si vous êtes comédien, continuez à monter des projets si vous êtes metteur en scène, continuez à aller voir des spectacles, continuez vraiment à entretenir la flamme qui vous a poussé à donner ces ateliers. On donne pas des ateliers culturels en ayant absolument rien à faire de la culture. C'est parce qu'on a un certain attrait pour elle, qu'on a envie de transmettre, qu'on a envie de partager cet amour-là qu'on a. Donc continuez de l'entretenir parce que si vous n'avez plus la flamme, eh bien à un moment donné, ce travail deviendra le même travail qu'un travail de bureau avec ces mêmes contraintes. Vous n'aurez toujours pas envie d'y aller et ce sera vraiment dommage. N'oubliez pas non plus qu'il n'y a jamais d'échec. Quand on est pédagogue, on prend conscience de nos propres capacités et on prend conscience du respect envers nous-mêmes qu'on doit mettre au centre de notre travail. Donc encore une fois, si vous ne vous en sortez pas avec un groupe, bien évidemment, je ne peux que vous conseiller de vous remettre en question, de vous questionner sur ce qui est en train de se passer, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est vous le problème. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode d'Arrière-Scène, j'espère qu'il vous a plu. J'ai pris du temps à écrire et à tourner cet épisode parce que ça me tenait vraiment à cœur de partager tout ça avec vous, j'espère que ça s'est ressenti et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je suis aussi content d'aller plus en profondeur sur mes sujets pour vous proposer des épisodes qui soient beaucoup plus longs que les premiers. Une fois encore, je vous invite à échanger dans les commentaires autour de vos expériences si vous en avez, ou bien pour poser vos questions et vos demandes de sujets spécifiques d'épisodes. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Pour me retrouver, c'est très simple, c'est W-Debrock, D-E-B-R-O-C-K. En me suivant sur les réseaux, vous ne raterez rien de mes prochaines sorties et de mes prochains projets, alors n'hésitez pas à y faire un tour. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles réflexions.